En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 2 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Cela fait 5 mois que nous sommes à Madagascar. À Tananarive, la capitale, où nous avons construit notre charrette, nous avons rencontré les membres de l'ASA, une association qui sort des familles des bidonvilles pour les former à l'agriculture. Nous avons pris la route avec comme ligne de mire Ampasiputs, le village où ils partent s'installer après 3 ans de formation. C'était notre première nuit, ça s'est bien passé. La première d'une longue série. Il faut reprendre le rythme, quoi. Redevenir nomade. Bonjour la compagnie. Alors madame est sur son 31. Oui. Tout moucheté par... Tout moucheté par ma fille, on le sait grand qui. échoue. Là, il y a... Et qui c'est cet asticot là? Là, il y a... Il a même pas dormi dans la salle de couchage lui. Non, lui... Oh la momie. T'as bien dormi Ulysse? Hein? Moyen? Lui, il a peut-être assez bien dormi, lui. C'est Par super rapport bien. aux Eh, autres. c'est génial hein, les sacs de riz pour dormir. Ouais. Ouais, toi t'as un beau sourire, ça veut dire que t'as pas trop mal dormi. Ça va être le rêve de marcher quand il fait frais. Ouais, il faut vite plier là, plier. Ouais. Allez Ulissou, debout. Cette première nuit a été bonne et paisible, et le réveil a un parfum d'aventure. Pour l'instant, tout est nouveau. Les gestes du matin ne sont pas encore des habitudes, et ils ont encore la légèreté de l'extraordinaire. Nous sommes avides de paysages et de rencontres. Un sentiment de liberté nous étreint. « 250 km nous séparent d'Ampasiputs, notre premier objectif. Là-bas, la 19e promotion, formée par l'ASA, doit être en train de s'installer. Dans notre charrette, nous avons un drone pour prendre un peu de hauteur. J'adore passer du pilotage des zébus au pilotage de ce bijou du 21e siècle que nous rechargeons grâce à nos panneaux solaires. Et le soleil, ça ne manque pas à Madagascar. Raidillons et crevasses, gorges et ravinements coupent sans cesse notre progression. La conduite devient périlleuse. Aucun véhicule ne peut passer par ici, hormis les motos et les charrettes. C'est un travail d'équipe et on n'est pas trop de 4 pour conduire la charrette. Alors on vient de descendre une petite courbe acrobatique. Et là, j'avoue que Touve, Michel et un nouveau venu qui s'appelle Tanjum, eh bien, font les virtuoses de la charrette. Et dire qu'il va falloir que je fasse pareil. Moi, l'acrobatie, ça va être des saltos. À chaque obstacle franchi succède une pause. Nous devons ménager bâbord et tribord nos zébus si nous ne voulons pas les épuiser à la tâche. Ce sont autant d'occasions pour nous de profiter du voyage et des enfants. Nos bêtes nous imposent leur cadence. Nous mettons nos pas dans ceux de nos zébus et rapidement, nous avons l'impression d'être à l'unisson avec le rythme du pays. Ici, on dit mura mura, doucement, doucement. Ça va dire.
Alors ce cloc-cloc caractéristique, c'est quand les roues sont usées, elles bougent sur leur axe. La nôtre fera sans doute ça au bout de 1000 km. Pour l'instant, nous ne faisons pas cloc-cloc. C'est nos premières maisons blanches. Ça veut dire qu'on est en train de changer de région. On est en train d'arriver dans la région d'Itache, du lac Itache. Bonjour, Salamatzar, Isot Spetsak, à Touri. Merci beaucoup. On a trouvé une petite maison en sortie de village et c'est cette dame-là qui nous a accueillis et qui très gentiment nous a dit qu'on pouvait camper là, mettre la tente et placer notre charrette. Priorité du soir, nos bouviers vont chercher du fourrage pour nos braves zébus. Quant aux enfants, ils jouent tout de suite avec ceux de la maison. Pendant ce temps, Sonia et moi nous occupons de l'intendance. Et maintenant, c'est la partie un peu fastidieuse, il faut tout vider la charrette. Monter la tente, ça se fait très rapidement, mais après, il faut tout mettre à l'intérieur. Sarabé, Arabaina, Arabaina. Donc en fait, c'est plutôt elle qui devrait m'apprendre. Les journées de marche s'enchaînent avec une certaine allégresse, malgré les difficultés de franchissement. Au compteur, ce n'est pas glorieux. Environ 15 km par jour, en dépit des efforts fournis. Nous comprenons que le voyage sera long. Nous progressons sur les hauts plateaux Merne, une ethnie originaire de l'archipel indonésien, installée ici depuis plus de 1000 ans. Cette position stratégique, alliée à la maîtrise de la culture du riz et à leur soif de conquête, leur a assuré la domination sur les autres peuples de l'île. Tout un réseau de pistes jalonnées de vatolai, des pierres dressées comme des menhirs, reliait entre elles les forteresses du royaume. Juchées sur des mottes castrales, il n'en subsiste aujourd'hui que des fossés circulaires. Au loin, nous apercevons déjà les volcans qui encerclent le lac Itache, étape incontournable de notre parcours et centre géographique du pays. De tout temps, cette région a été le grenier à riz du royaume Merne et l'enjeu de féroces combats contre les rois Sakala venus de Majinga, la capitale des ethnies côtières. La progression devient subitement hasardeuse. Le seul itinéraire jusqu'au prochain village passe par des digues longeant des canaux d'irrigation. Oh putain! Alexandre! 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 Vite! Poussez! La piste s'est évaporée, transformée en rizière. Nous ne savons plus par où passer. La foule devient pressante, il faut partir. Il n'y a pas d'autre issue que le canal. Priorité, garder son calme. Bon, la digue était cassée, on vient de vivre un moment un peu extrême, où la charrette a failli se renverser, avec les enfants dedans en plus. Et toute cette foule autour, c'était un peu stressant. Mais heureusement, avec l'aide de quelques gros bras, on a réussi à se tirer d'affaire, à sortir de la charrette qui commençait à verser lentement sur le côté et à la remettre dans le droit chemin. Et le droit chemin, c'est ce canal qui relie les rizières entre elles et qui j'espère, mène quelque part. C'est vrai que ça bloque là.
Des paysans rentrant chez eux acceptent, moyennant rétribution, de nous prêter main forte. Cela commence par le démontage et le franchissement d'un petit barrage qu'ils reconstruiront derrière nous. Les badauds sont aux premières loges et rient dès que les ébus trébuchent. Nous sommes inquiets de la tournure que pourrait prendre cette folle équipée si un enfant se blessait en nous suivant. Nous sommes bientôt emportés par le flot de la foule et perdons tout contrôle sur la suite des événements. On ne sait pas où on va. Il n'y a plus rien à faire que se laisser porter. Sonia essaie de marcher un peu à l'écart avec Philae, qui a eu un accès de panique à cause de l'excitation et du harcèlement des curieux. Ulysse, lui, reste impassible sur la selle, où il se sent en sécurité. La délivrance arrive après plus de 2 heures d'angoisse, mais sous la forme d'une autre épreuve. Une pente vertigineuse dans laquelle la foule se fait encore plus dense. Elle a fait son baptême du feu, la charrette. Hein. Si elle a pu supporter ça, elle supportera tout. Enfin, son baptême de l'eau, quoi. Et pour finir cette journée en beauté, Ulysse a la bonne idée de disparaître pendant près d'une demi-heure dans cette foule de plus de 2000 personnes. Le soir, c'est la fête au village. Pas facile d'enchaîner sur l'école après une journée pareille. Et vous essayez de travailler là-dedans? Oui, on est en train de... Là, on s'attaque aux mathématiques. Ouais. Et enfin, ici, français, et là-bas, mathématiques. C'est bien, et en musique, ça vous gêne pas? Non, c'est sympa. Musicien, ça Bon, va. là, ce qu'on fait, c'est sympa. Là, on va faire Je préfère le français. la phrase affirmative et la phrase négative. Donc, c'est assez facile. Parce que ce soir, on est assez fatigué et c'est pas le moment idéal pour travailler, pour les petits-enfants. Mais c'est le seul moment où on arrive à trouver du temps. Sinon, dans la journée, il y a trop de choses à faire et voilà. C'est l'étape. C'est l'étape. Allez, on ferme l'école. Merci. Le lendemain, tout est si calme que nous croyons avoir rêvé. Alors on a quitté ce matin Vidassina et on a retrouvé notre joyeuse petite équipe de porteurs et de pousseurs qui nous aident dans la montée parce qu'ils nous ont dit que c'était absolument impossible de sortir de la vallée sans pousseurs. Et je veux bien les croire parce que les pentes ici sont absolument dantesques. Et c'est bien volontiers qu'ils se sont tous mobilisés ce matin pour nous sortir du pétrin dans lequel on s'était mis volontairement. Enfin involontairement, mais enfin on est là quand même volontairement. Alors là il y a une grosse montée et ça va envoyer du petit bois là. Allez, on y va. Alors voilà le genre d'obstacle auquel on va être confronté. Heureusement, on trouvera toujours, j'espère, des bonnes âmes pour nous tirer de là. La difficulté est double. Il faut soulager les ébus en poussant, tout en les maintenant dans l'axe du chemin. Roublard, il profite de la moindre occasion pour aller dans le décor. Comment je vais faire quand je serai tout seul? Avec Ulysse et Philae pour pousser. D'ores et déjà, nous pressentons que nous ne pourrons jamais faire avancer cette charrette tout seul. C'est sans conteste notre pente la plus difficile depuis le début. Et ça dure toute la journée. Nous sommes 12 à pousser pour soulager les ébus et tout le monde souffre. Touve et Tanjoum peinent à garder les bêtes en mouvement. Maïrez, Mena, Maïrez.
c'est dur de monter. Alors, j'imagine pas pour les zébus qui ont à peu près 400 kilos. Ça doit être pas facile À tirer. surtout pour les monter. Nous venons enfin à bout de la dernière montée et sortons de cette vallée qui nous aura causé bien des tourments. Nous profitons pleinement du calme retrouvé. Eh ben, c'est quand même reposant d'avoir cette petite équipe qui nous prête main forte là. Ça, vraiment, ça nous fait des vacances là. Parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'on galère dans les côtes et tout, qu'on pousse. Et là, il y avait vraiment des pentes très 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 raides. On n'aurait jamais réussi sans eux. Impossible. Il est temps de dire au revoir à nos pousseurs. Ils vont pouvoir retourner à leurs travaux des champs. Pour eux, le retour va être plus facile. Merci. Sota pizza, Sota pizza. Sota pizza. Sota pizza. Sota pizza. Oui, oui. Merci beaucoup les gars. C'est très salut. Vous êtes des braves, non? Vous êtes braves, hein? Rabaina. Misoch Betsak. Misoch Betsak. Après 12 jours de marche harassante, nous avons gagné le centre géographique du pays. La fertilité des fonds de vallée contraste fortement avec les collines alentours, brûlées par le soleil. Nous avançons au milieu des rizières en terrasse, subjugués par la richesse du sol. Les cultures tirent leur force de cette coulée volcanique qui a obstrué le lit d'une ancienne rivière, formant ainsi la plus grande retenue d'eau de Madagascar. Nous faisons une halte pour délasser nos corps fourbus par ces 2 premières semaines de marche. Jusqu'ici, les enfants ont tenu le rythme, mais nous devons les ménager. Les distractions sont trop rares pour ne pas profiter de celles qui s'offrent à nous. On est dans les geysers d'Annalavour. C'est extraordinaire. Alors elle n'est pas chaude, on ne peut pas dire qu'elle soit chaude, mais en tout cas elle n'est pas froide. Ce qui est déjà très agréable. C'est une palissade fantastique. Ouais. Ben, c'est-à-dire moi je pensais que des geysers c'était brûlant. Tu vois, j'avais cette idée idiote. Hein. Mais bon, en fait non. Ici, on a inventé le geyser rafraîchissant. Ici on a un geyser frais. Les eaux sulfureuses de ce geyser auraient des vertus contre les douleurs articulaires. Pour gagner un peu d'argent, les femmes du village voisin proposent des massages debout. C'est de la boue? C'est de la boue? En un rien de temps, les poussins sont jaunes de la tête aux pieds.
Sonia peine à se débarrasser de son nouveau masque de beauté. Et l'odeur de soufre est aussi tenace. Allez les enfants, on y va! Bah ouais, comme tous les enfants du monde, il n'y a pas moyen de les sortir de l'eau. Mais après les jours qu'on vient de vivre, on leur doit bien ça. Hein. Nous quittons le lac Itache. Nous avons parcouru la moitié de la distance qui nous sépare de notre objectif de Lhasa. Ce lac magnifique est malheureusement impropre à la baignade à cause de la bilharziose. Mais il contient des tilapias qui font le bonheur des pêcheurs. Alors ce matin, on est sur une vieille route coloniale complètement défoncée et qui, depuis 1972, n'a pas du tout été entretenue. Et donc évidemment, en 42 ans, elle s'est bien dégradée. Et on voit de ça et là des vestiges de goudron, des plaques de goudron qui font surface. C'est juste plus dur pour les habitants qui habitent le long de cette route, quoi. Transporter ces récoltes, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué. Se faire soigner, aller à l'école, tout ça est plus dur, plus compliqué. La route, c'est la civilisation. Elle prend de ses plombs la charrette. Elle est résistante, mais jusqu'à un certain point, quoi. Combien de temps elle peut tenir à ce rythme? Moi, je suis hyper inquiet là. Et c'est vrai qu'un petit peu de graisse lui ferait pas de mal. Quand on arrive en ville, on va soit vers l'église, soit vers l'école. Aujourd'hui, ce sera l'école. Alors on est arrivé de Mananas. Aujourd'hui, la route était très difficile avec toutes ces pierres et on a été accueillis ici par la sœur Ida qui est sœur des écoles chrétiennes. Et comme moi j'ai fait toute ma scolarité chez les Lassaliens à Passy-Buzaval, eh bien je retrouve ma famille. Merci beaucoup de votre accueil, ma sœur. Alors, tu as beaucoup de petits fans? Oui, alors il me disait pourquoi les enfants ne sortent pas. Alors je dis parce qu'ils ont un peu peur. Alors il me dit mais comment ça ils ont peur de nous, on est gentils? Je dis oui vous êtes gentils mais vous êtes juste 300 et en fait il y a trop de monde, ça leur fait peur. Alors ils avaient du mal à le comprendre. C'est un peu dur toute cette foule dehors? Ah oui, très même. Et là vous vous sentez à l'abri, en sécurité? Oui, et quand même ils ouvrent. Par là, par là. J'essaie de regarder par les petits trous. Pour vous, c'est ce qu'il y a de plus dur dans ce voyage? Oui. Dans chaque village, le même scénario se reproduit. Attroupement et encerclement. Ulysse et Philae sont une attraction irrésistible, si bien que nous sommes souvent obligés de nous mettre à l'écart pour les préserver. En revanche, Philae n'a aucun problème avec les petits groupes, surtout s'il y a des animaux dans les parages. Monsieur Juju, que pensez-vous du témoignage de Madame Juju? Je pense que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce n'est pas moi qui ai volé la pyramide de caca pigeon. Moi, je déteste ça. C'est quoi le caca pigeon en fait? Le caca pigeon, c'est un truc dégoûtant. C'est les petits biscuits d'apéritif malgaches. Et donc, ce n'est pas moi qui ai volé ça. Témoin
juger. À vous, Madame Juju. Et ben voilà, en franchissant ce pont, on quitte la région de Litache et on rentre dans la région du Bongolave. C'est donc notre troisième région. On est au 220e kilomètre. Après l'Analamang, Litache, voici le Bongolave et les grandes étendues herbeuses de ces plaines. Donc voilà, on avance. Hein. Tous ces trucs, tous ces scarabées là autour de ma tête et sur ma tête, ça s'appelle des voudvournes, quelque chose comme ça. C'est des scarabées annonciateurs de la saison des pluies. Il y en a énormément et ils prennent nos cheveux blonds pour des herbes parce qu'ils se mettent dans les herbes jaunes et ils viennent sur nos cheveux. Il y en a partout, heureusement ils sont inoffensifs. Voilà la pénéplaine du Bongolave avec la zone de migration de l'Aza. On est juste sur le dernier contrefort et on va pouvoir maintenant descendre dedans. On profite de cette vue pour faire une petite pause déjeuner parce que les zébus ont travaillé 4 heures ce matin et ils sont fatigués. Aujourd'hui, notre pause est l'occasion d'un cours de SVT. Pas plus, accroupis-toi. Leçon du jour, le caméléon. Tu vois Si tu lâches, il se fait mal. Il est gigantesque. Il a des petites pinces qui vont... Ah, c'est la première fois que je vois l'intérieur de sa bouche. Et là, il tire la langue sur la caméra. On dirait qu'il a un autre corps. Et on dirait qu'il a une petite bête dans sa bouche. Et c'est sa langue. C'est glamour tout ça. Il a l'émotion de sa vie là. Parmi les 75 espèces du pays, celle-ci est une des plus grandes, Furcifère ou Staletti. Son principal ennemi, ce sont les feux de brousse qui font rage, surtout en ce moment, juste avant la saison des pluies. Alors ici on est dans une zone rouge. Une zone rouge, c'est une zone où il y a des dahals, des bandits. Et derrière nous, il y a un militaire armé qui assure de loin notre protection. Les dahals sont des bandits de grand chemin spécialisés dans le vol de zébus. La menace est réelle et omniprésente. Pour l'instant, nous n'en avons croisé qu'une seule fois. Ils recherchaient des zébus qui leur avaient été volés par d'autres dahals. On en a été quitte pour une belle frayeur. Mais ce soir, nous sommes plus préoccupés par l'orage qui nous poursuit. Heureusement, nous sommes proches d'un hameau où nous nous réfugions pour planter notre tente après d'âpres négociations. De loin, ils nous avaient pris pour des dahals. J'ai l'impression que c'est le radeau de la Méduse à l'intérieur. Sonia est en train d'empiler les trucs. Ouais! On peut rien faire! Quant à nos petits poussins, Ulysse et Philae, ils ont trouvé refuge dans la charrette. Ça fuit pas dans la charrette? Wouhou! T'en as de la chance! Bon ben ça va, la situation est sous contrôle ici.
Les sacs d'expédition étanches au barrage. Et alors juste avant la pluie, il y a eu, c'est pour ça qu'on est tout rouge, il y a eu un vent de poussière hyper violent et il y a plein de sable à l'intérieur, Alexandre. Tout est rentré, je sais pas par où, tout est couvert de ça, de poussière rouge. Et puis après... Oh merde, là-bas elle est défaite. Ouais, vas-y, vas-y. Il est super rigole là. Ah, c'est bon, j'ai pas besoin de douche ce soir. Est-ce que t'as ton Tahiti douche? Ah ouais. J'ai tout déjà enlevé, tous mes papiers et toute l'électronique que j'avais dans les poches. Ton téléphone et compagnie? Ouais, c'est fini. Ouf. Et c'est bien là, j'ai fait des belles rigoles. Il peut pleuvoir encore là. Mais ça donne soif, hein, travailler sous la pluie. Ouais. Elle est bonne celle-là parce qu'il y en a une là que je viens d'ouvrir, j'avais pas envie, il y avait tellement de petits trucs à Il y en l'intérieur. a plus jaune. Jaune, c'est pas grave ça. J'adore les bras, le bronzage de camionneur. Tu parles des camionneurs. T'as déjà vu des camionneurs qui poussent leur camion toute la journée dans les montées? Bon, on attendait la pluie, hein, il faisait chaud. J'espère que ça va un peu. On rêvait d'une douche toute la journée. Ah, une bonne douche fraîche. Ben voilà, on a été servi. Faut pas rêver, c'est interdit. Parce que les rêves sont toujours exaucés. Et les gamins, ce serait bien de les Bon, j'ai sortir, quand même rêvé aussi d'une bonne bière fraîche. Non, c'est jamais. Elle est où la bière fraîche là? Le soleil s'est levé. Il faut se réveiller. Vous se réveillez. On se réveille au son du pilon et du coq. C'est le jeune couple de la famille qui pile le manioc du matin, la farine de manioc. Et bien voilà, la tente a tenu, hein. Moi, j'ai dormi moyennement parce que si je mets pas mes boules caisses, je suis comme ghetto-trou. C'est-à-dire que toute la nuit, je suis à l'affût, je vérifie. Et donc, les deux petits monstres dorment à poil, complètement nus. Il y en a un, il dormait juste en slip. Donc, il a froid, évidemment, à 5 h du matin. Enfin, on se lève avant, mais disons à 3 h. Et donc, je les recouvre. Et puis pendant la nuit, ben, j'ai des raptes de... Il y en a qui me pique mon sac de couchage, l'autre qui pique mon coussin. Oh putain, on me piétine. Ah, c'est l'enfer. Le fossoyeur du sommeil. Le fossoyeur du soleil qui me choure tout, quoi. Puis il me demande, maman, j'ai froid, je peux prendre ton sac de couchage? Il tourne. Ah ouais, mec, vous avez pas été cool, là. Il me reste rien, là. Et le pourri de sans sucre, c'est pas bon. C'est comme quoi d'ailleurs? Je me souviens d'une fameuse tirade, c'est comme une casserole sans manche. Et ben on quitte nos hôtes de la nuit dernière et on est super content, il est 6 h et on est d'attaque pour quelques kilomètres parce qu'on va arriver à la mission aujourd'hui dans Passipouts. Enfin, après plus de 22 jours de marche. Alors, l'avantage de dormir dans des petits hameaux comme ça aux portes des villages, c'est qu'il y a moins de foule. Ça crée moins d'excitation et on est plus au calme. Donc maintenant voilà, c'est notre nouvelle stratégie. Avant d'arriver dans une ville, on repère une petite maison isolée ou un petit groupe de maisons isolées et on leur demande l'hospitalité pour pouvoir planter la tente sous leur protection juste à côté. Parce que sinon dans les villes c'est la folie.
Passipouts, 11 km. Ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais à notre rythme, ça représente presque une journée de marche. Au milieu d'étendues d'herbes jaunes, nous parcourons ces derniers kilomètres dans les saignées de cette fameuse terre, la latérite, à qui Madagascar doit son surnom, l'île rouge. Dès qu'il y a des arbres, eh bien, il y a des oiseaux. Et dans cette canopée, il y a la biodiversité. Donc couper les arbres, c'est couper la biodiversité, couper la vie. On voit vraiment ici le contraste entre ces plaines désolées où il n'y a pas un bruit, pas un son, pas un oiseau, pas un animal, pas un insecte. Et dès qu'on arrive sur les cours d'eau, il y a ces forêts tunnels qui sont bruissantes d'oiseaux, d'insectes et de vie, et donc de biodiversité. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un scorpion des eaux. Ouais. Bon, tu vois? Là. Oh là là, t'as pas peur? Non? J'espère qu'il pique pas. Hein. On est un peu inconscient. Hein. Tu vois? Il a des mandibules. Et tu l'as attrapé par son piquant? Oui. Peut-être que c'est juste un piquant qui est là pour faire peur. Allez, retourne. À table les enfants. Ah, eux c'est riz au thon. Bon, les petits ramusqués là, vous venez déjeuner? À table les enfants. Oui. Bah ouais, ils sont comme les vôtres. Hein. Les nôtres sont comme les vôtres. C'est juste le cadre qui change. Non, c'est moi qui l'ai vu, maman. Non, c'est vraiment la matinée des reptiles. Moi qui l'ai attrapé. C'est une belle couleuvre. Il a mordu Ulysse. Ah bon? Ouais. Heureusement qu'on sait qu'il n'y T'as a sa pas dent de serpent venimeux ici. Hein. Fais gaffe, les dents font mal. Gentil, méchant. Ah, moi je me méfie en fait. Faut pas attraper les serpents comme ça qu'on ne connaît pas. Hein. Allez, on leur lâche. T'es intelligent. Vas-y, laisse-le dans la flaque. Oh. Allez, on s'en va. Madagascar est une île exceptionnelle où aucun serpent n'est dangereux. C'est tellement gentil. C'est gentil, c'est vite dit. Hein. Mais moi j'adore les reptiles. Comme ça rentre bien. Tu vois la morsure? Ça va. Et l'endroit montre. J'étais là. Elle est partie? Ça saigne un peu. Non, j'ai enlevé la dent. Tu as une petite dent? Oui. Tu l'as pas gardée? Je peux plus, moi j'étais... Ah, je pensais à l'enlever s'il n'y avait pas du venin dedans. Nous arrivons enfin à Lhasa. Notre venue a été annoncée de longue date et nous avons un comité d'accueil. L'émotion est forte. Pour nous, c'est une première étape dans notre voyage. Alors on est accueillis par les enfants d'Ampassipouts qui apparemment sont sortis de l'école et qui nous attendent depuis plusieurs jours. Félicitations. Félicitations. Aramaïla. Félicitations. Ça, tu vas être sac. Bravo ma femme.
très beau. Bravo. Et les enfants aussi, bravo, bravo Philae. Hein, t'as marché 250 km. Ah ouais. Hein, toi aussi Ulysse, bravo mon fils. Hein, c'était une longue route quand même. 21 jours de voyage. Nous nous installons pour quelques jours en Passipouts. Nous avons besoin de reposer nos corps fatigués et d'un grand décrassage général. On n'a pas rencontré beaucoup de douches sur le parcours. Alors c'est séance lessive? Séance lessive et on fait de curieuses découvertes. Ah bon? J'en suis à mon 6e pouls, trouvé dans la chemise de nuit de Philae. C'est pas des poux, c'est des poulets ça. Ouais. 22 jours ont suffi pour qu'une bassine d'eau savonneuse devienne un luxe. Là c'est une petite maintenance de base. Alexandre en profite également pour faire de menues réparations sur la charrette. Pour quelques jours, nous reprenons un rythme sédentaire. Alors voilà, comme on est en Passipouts et comme on reste une petite semaine pour filmer toutes les activités de Lhasa, eh ben on en profite pour mettre les enfants à l'école. Donc là, ce qu'on fait, eh ben on va à l'école. T'as pas envie d'aller à l'école? Ah quand même, hein? T'aimes bien quand je te fais l'école finalement? Non. Oh le chameau. Alors ma filou, où est-ce que tu vas aujourd'hui? Pas. Comment ça tu sais pas? Bah, je sais pas. Dans quelle classe? Ah dans quelle classe? Mais tu vas quand même quelque part. Ah oui, à l'école. Tous les enfants de Lhasa sont scolarisés. Cela fait partie des nombreux avantages dont profitent les occupants des villages. Et dans un pays où les adultes sont majoritairement analphabètes, c'est une chance énorme. Ulysse n'a pas l'air très heureux de retrouver les bancs de l'école. Pourtant ici, l'éducation est une telle priorité que les adultes aussi continuent de se former et d'aller en cours. Aujourd'hui, c'est une leçon sur la valeur ajoutée des baies roses. Tout un programme. Pendant qu'Ulysse et Philae sont à l'école, nous en profitons pour visiter les villages de Lhasa. Aujourd'hui, nous nous rendons au village de la 19e promotion en compagnie du frère Jacques Tronchon, l'homme qui a créé l'association. Il vient rendre visite aux derniers arrivants du programme. Ils se sont vus attribuer une maison, des terres et 2 ébus. À charge pour eux de mettre en application ce qu'ils ont appris et travailler leurs terres. Est-ce qu'il a commencé à travailler sa terre et à la préparer pour la pluie? Jusqu'à présent, c'est pas encore tout à fait. Puisqu'il y avait déjà une promotion il y a 7 ans, il y a toute une redistribution des terres avec des promotions qui sont parties, donc des terres qui seraient disponibles. Donc tout ça est en train. Le bornage n'est pas encore Ouais, définitif. c'est pas encore définitif. Pour le moment, c'est en pleine gestation. Et depuis un mois, ils vivent de quoi alors? Ouais, de toute façon, ils sont aidés. Hein. Là, tu sais bien, la première année, ils sont aidés. Donc il n'y a pas encore péril dans la demeure. Aider pour la nourriture? Oui, pour la nourriture. C'est-à-dire? Ah ben, ils ont l'essentiel, quoi, hein, de ce qu'il faut pour nourrir une famille. Riz, Donc, oui, riz, manioc, huile. l'huile, c'est ça, le Sucre. sel, sucre, etc. Donc, il va y avoir des livraisons qui vont être faites. Mais il est certain qu'au bout de 2 ans, impérativement, ils doivent avoir mis en valeur leur terre, ce qu'on appelle le désengagement. Cette maison ne leur appartient pas encore, mais leur appartiendra quand ils seront désengagés et dans plusieurs années, Oui. pas immédiatement. Le désengagement, c'est dans 2 ans. Mais la maison leur appartiendra dans 2 ans? Oui. Disons qu'à ce moment-là, les procédures pourront être faites, Ah, mais comment c'est? ils ne pourront pas revendre cette maison Maison. avant 20 ans. Ah,
Donc il ne s'agit pas d'imaginer des... De prendre le pactole et... Oui, de repartir. Depuis 20 ans, l'association a sorti 500 familles des bidonvilles et leur a offert des terres à cultiver. Pour remplir cette mission, l'ASA dispose de moyens modernes gérés collectivement. Une pépinière fournit les plants pour les nouvelles plantations. Les résultats sont impressionnants et ces terres autrefois inoccupées sont maintenant exploitées durablement. Cette prospérité a attiré d'autres paysans. La zone de migration compte maintenant près de 5000 personnes. Mais tous ces efforts sont fragiles et peuvent être rapidement réduits à néant. La pratique de l'écobuage fait des ravages dans la région. Pour désherber rapidement des parcelles, certains fermiers mettent le feu à leur terrain. Souvent mal maîtrisée, cette mauvaise habitude peut mener à la catastrophe. C'est un endroit où vous aviez planté beaucoup d'arbres. Il y a eu un feu là il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il y a 2 fois de feu ici. Donc le premier feu c'est de l'autre côté et derrière la maison. Donc on a brûlé 3 à 4 000 plants de rambutsar qui sont brûlés. Brûlés, morts, fini. Morts, fini. Que vous avez planté. Voilà. 3000 plants. Oui, Et ça coûte plus très que cher ça. en plus. Oui, ça coûte très cher. La préparation, les arbres. Oh là là. Et les arbres, vous les aviez achetés ou c'était vous qui les aviez On fait a pousser acheté à Tana. On a Ah. acheté à Tana. Ah, c'est une vraie perte. Vrai. Oh là là. Oui. En tout cas, ici à l'ASA, on ne se décourage pas. Hein. À peine ça a brûlé, ils font à nouveau des trous pour à nouveau planter des arbres. Quel courage. Quel courage. C'était un paradis ici avant. Hein. De retour au village, il est temps pour nous de commencer les derniers préparatifs avant notre départ. Un passage par le marché local s'impose. Il n'y a pas que Philou qui doit faire des maths, moi aussi. Il y a beaucoup de calcul mental à faire ici. D'autant plus qu'il vous donne toujours des prix en francs malgaches d'il y a 25 ans. Et du coup, il faut toujours faire des conversions. C'est comme les anciens francs avant, quoi. C'est comme les anciens francs, voilà. Sauf que, tu vois, c'est comme si on était à l'euro et qu'ils parlaient encore d'anciens francs. Donc c'est un peu fastidieux. Alors là, j'ai pris 4 Epacha Kapok. Alors eux, ils appellent ça pistache, mais bien sûr, c'est des cacahuètes. Mais c'est assez classique. Hein. Ici, les olives, c'est de l'eucalyptus. Voilà, bon, les cacahuètes, c'est donc des pistaches. Donc ça fait Rua Arivu et Efach. Rwanzato arrive. C'est 1200, non? Non, 2004. 2400 rials. Parce que c'est... Parce que c'est 600 ariars. C'est 600 ariars. Ça y est, tu satures là? Ouais, non. Il y a un bug dans Non, le mais disque c'est-à-dire dur. que heureusement que je m'entraîne tous les jours avec ma fille, quoi. 1000, 2000, 2200, 2400. Bobomboules. Elles sont pas habituées à voir de l'argent tout propre qui sort de la banque bien nickel. D'habitude, c'est des vieux billets, on arrive à peine à lire si c'est 200, 400 dessus, tellement ils sont marrons, tu vois, tellement ils ont servi. Mais pas, c'est presque les encadrer là, tellement ils sont beaux là. Demain, nous reprendrons la route.
Nous faisons une petite grimpette au-dessus du monastère des Clarisses pour accéder au sommet du Mont du Père, d'où la vue sur les moutonnements du Bongolave est époustouflante. Vous voyez les enfants, on est au sommet de la montagne. On est par temps d'orage et regardez vos cheveux qui sont complètement dressés. Électrostatiques, c'est la foudre qui nous menace. Oh là là, Donc, il va falloir descendre. Les cheveux de filet, ils vont faire quoi? Toi, ça va, ils ne lèvent pas trop. Est-ce que je viens juste de lâcher mes cheveux? Mais non, ils se dressent pas, toi. Ah si, il y en a quelques-uns qui sont dressés. Ils sont par là, l'éclair. Là, il y a un immense orage qui arrive ici. Et comme on n'a pas du tout envie d'être au milieu de l'éclair, et ben on va redescendre tout de suite. Go, go, go. Allez, Mais vous faites pas mal aux pieds, hein? La saison des pluies commence enfin. Partons, avant que le ciel ne nous tombe sur la tête. Notre chemin est encore long. Entre nous et la mer, 250 km de marche, plein ouest.